Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier Marc Vuillemot, ici représenté, maire de la Seine, et son conseil municipal pour l'esprit républicain avec lequel le chapiteau de la mer a été mis à notre disposition. C'est la 15e année que je me retrouve devant vous pour cette cérémonie des vœux parlementaires et l'émotion reste intacte, comme pour la première en janvier 2003. Ce rendez-vous annuel n'est pas juste un exercice convenu, ça n'est pas une simple obligation à mon agenda, c'est pour moi un moment important. Il est le témoin de la confiance et du soutien que vous m'apportez depuis tant d'années et il est le gage, j'ose le dire, de notre amitié. C'est donc à chacun et à chacune d'entre vous que je veux adresser de chaleureux remerciements pour votre présence, bien sûr, mais surtout pour ce lien que nous avons tissé depuis 2002 et qui est le socle de notre réussite. Scrutin après scrutin, vous m'avez accordé votre confiance et je suis très heureux de vous dire que le Conseil national a ce matin validé les investitures pour le Var et il a validé dans la 7e la candidature du député sortant. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai la liste des gens investis. Donc je suis très fier d'avoir pu porter votre voix sur les bancs de l'hémicycle en déposant par exemple près de 200 questions écrites ou orales au gouvernement au cours de cette dernière législature. Fier d'avoir pu vous accompagner dans vos démarches auprès des administrations et je veux rendre ici un hommage appuyé à l'ensemble de mes collaborateurs qui toute l'année sont à votre disposition, en particulier Annie, bien sûr, Annie Torregrossa et Fabiola Casagrande. Fier aussi d'avoir pu aider, notamment à travers la réserve parlementaire, les communes ou les associations de la 7e circonscription. Alors d'abord, sur la réserve parlementaire, je voudrais tordre le cou à une rumeur. La réserve parlementaire, au fil des années, elle s'est amaigrie, elle s'est amoindrie comme peau de chagrin et aujourd'hui, c'est guère plus de 100 000 € dont les parlementaires disposent pour aider les associations locales. Avec cette réserve, nous avons aidé à Bandol cette année et je suis particulièrement heureux et j'ai pris un engagement avec la directrice de l'aider tout au long des années à venir si les électeurs me reconduisaient. Nous avons participé au cofinancement d'un minibus pour la pouponnière pédiatrique, les Lauriers Roses. Nous l'avons aidé au maintien de ses activités grâce à des crédits exceptionnels que j'ai obtenus de l'État, du ministère de la Santé, pour qu'elle puisse continuer de fonctionner. Et à Bandol toujours, nous venons avec le maire de Bandol, qui n'est pas là mais que je salue, et je salue sa représentante ici présente. Nous avons aussi participé, enfin les travaux ne sont pas encore accomplis, à l'agrandissement de l'aire de jeu des Allées Vivien. À Sanary, c'est le football club de Sanary que nous avons subventionné. À la Seine-sur-Mer, c'est une très belle association dont nous avons aidé au fonctionnement, qui s'appelle Université, qui est une association qui aide au devoir et qui aide les jeunes entrepreneurs à monter leurs projets. Nous avons aussi subventionné l'association varoise d'insertion par l'économie, c'est une boulangerie d'insertion. Nous avons aidé l'école de rugby de l'Union sportive sénoise et en 2017, sur ma proposition au maire de la Seine, nous allons attribuer à cette commune une aide pour faire des travaux dans le cadre des travaux d'arrosage et de replantation de la route départementale 559. À Saint-Mandrier, qui n'a pas été oublié, nous avons aidé à l'achat d'un minibus pour le club de l'US Saint-Mandrier Football et nous avons organisé un voyage pédagogique à l'Assemblée pour les élèves mandréens. À Sifour, nous avons participé à divers travaux d'aménagement et nous avons surtout, depuis quelques années, contribué au développement et au maintien du Festival de la Collégiale, festival qui rayonne sur toute la circonscription. Je pourrais poursuivre cette liste si je n'avais pas peur d'être trop long. Je suis en outre très fier d'avoir soutenu auprès de différents ministères des dossiers qui permettent le développement de notre territoire et l'amélioration de notre cadre de vie et je pense en particulier au futur échangeur autoroutier pour Sanary et Olioul qui va enfin voir le jour et ainsi alléger le giratoire de Camp-Laurent. Je suis fier de m'être opposé
aux côtés de Robert Benevinti, ici représenté par Michel Tullier, maire d'Olioul. Alors Olioul n'est plus dans ma circonscription, mais Olioul y a été. Je n'oserais pas dire qu'on m'a arraché le cœur quand on m'a enlevé Olioul, mais vraiment j'ai beaucoup regretté parce que c'était une ville avec qui je m'entendais bien, et je m'entends très bien avec Robert Benevinti. Avec Robert Benevinti, maire d'Olioul, et avec Ferdinand Bernard, maire de Sanary, nous nous sommes opposés avec succès au tracé de la future ligne TGV qui devait ravager l'Ouest varois. Fier d'avoir défendu, moi je suis fier que vous soyez venus avec ce temps et ce Mistral, je me demandais même si le chapiteau serait ouvert. Fier d'avoir défendu dans le cadre des lois de bioéthique, aussi bien en ma qualité de député qu'en ma qualité de vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, d'avoir défendu des valeurs humanistes qui reconnaissent à chacun un droit égal à la dignité. Fier d'avoir défendu, à travers mon mandat parlementaire, les valeurs qui fondent notre pacte républicain de liberté, d'égalité, de fraternité, au moment même où notre pays est pris dans les tourments de l'histoire. Fier enfin d'avoir soutenu l'élection d'hommes et de femmes de talent qui, forts de leurs compétences, représentent l'Ouest Var auprès de leurs institutions. Je pense à Hélène Rigal, qui est ma remplaçante, on dit remplaçante plutôt que suppléante maintenant, et qui a été élue conseiller régional. Je pense à Sandra Torres, elle est où Sandra ? À Sandra Torres, conseiller régional, à Laetitia Kilissi, vice-présidente du conseil départemental, à Nathalie Biquet, conseiller municipal et communautaire, conseiller départemental, qui, avec Joseph Mullet, qui est mon premier adjoint, et vice-présidente du conseil départemental, ont à cœur de défendre notre territoire à l'Assemblée départementale. Une petite parenthèse, je remarque que la parité est loin d'être respectée. Vous avez vu, ce sont essentiellement des jeunes femmes que j'ai aidées à être élues. Vous pouvez les applaudir. Allez. L'an dernier, avec vous, je partageais avec émotion, tout autant qu'avec indignation, l'attaque de Charlie Hebdo et après les attentats de Paris qui ont fait 130 victimes. Hélas, le pire n'est jamais certain. Cette année, cette triste liste est encore venue s'allonger après l'attentat de Nice le 14 juillet, jour de notre fête nationale, tout un symbole. Rendre hommage aux victimes des attentats, c'est saluer le souvenir du père Jacques Hamel, ce prêtre d'une église de campagne, lâchement assassiné pour sa foi par des terroristes revendiquant d'une idéologie sanguinaire. À travers lui, nous le savons tous, ce sont les racines chrétiennes de la France qui étaient visées. D'ici quelques semaines, comme je m'y étais engagé, j'inaugurerai à Sifour un espace public en sa mémoire. Mesdames et messieurs, face à la gravité de cet instant, je veux exprimer toute notre compassion aux familles des victimes du terrorisme. Pour elles, pour nous, pour nos enfants, nous ne renoncerons jamais. Il appartient donc à chacun d'entre nous de renforcer sa vigilance face à ce danger insaisissable et pourtant omniprésent. Il appartient au pouvoir public d'adopter les dispositifs pour une circonscription encore plus sûre. Et je n'ai pas manqué de rappeler à différentes occasions au ministre de l'Intérieur combien le commissariat de Sanary, Sifour et Bandol était mal doté tant en personnel qu'en matériel. Je veux, en notre nom, à tous, saluer l'action exemplaire de nos forces de l'ordre, de nos armées, qui, partout dans le monde, comme sur notre territoire, luttent quotidiennement pour notre sécurité et pour défendre les valeurs humanistes de la France. Je pense en particulier à tous ces marins qui sont embarqués, notamment sur le Charles de Gaulle, et qui vont croiser au large de la Syrie. 2016 a été aussi marqué sur le plan politique par l'organisation de l'élection de la primaire de droite et du centre, et je salue ici le déroulement exemplaire et la très forte participation. J'ai fait le choix de soutenir au premier tour de cette élection Bruno Le Maire, dont les qualités et les compétences ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, nombre d'entre vous le connaissent bien puisque nous l'avons reçu à plusieurs reprises dans notre circonscription. Je veux saluer l'action de Nicolas Sarkozy qui a remis en route notre mouvement Les Républicains.
Je crois qu'on peut le dire, sans Nicolas Sarkozy, le mouvement aurait certainement explosé et n'existerait plus. C'est lui qui, alors qu'il n'était plus président de la République, a remis notre mouvement sur les routes, a assaini ses finances et nous a permis d'être aujourd'hui en bonne position pour la suite. Une très large majorité de votants ont fait le choix d'élire François Fillon pour porter les couleurs de la droite républicaine à l'élection présidentielle. Je connais François Fillon depuis longtemps. Je sais son attachement à notre mouvement. Plus encore, je connais son attachement pour la France. Ainsi, dès l'entre-deux tours, je l'assurais de mon soutien le plus total et le plus déterminé. Mesdames et messieurs, chers amis, avec notre famille, tous ensemble, je dis bien tous ensemble réunis, nous devons, le 7 mai 2017, faire gagner la France. Je sais compter sur la mobilisation de chacune et de chacun d'entre vous pour porter à mes côtés le projet de François Fillon. 2017 sera une année décisive pour notre pays. La campagne présidentielle qui s'engage devrait déboucher sur une alternance. C'est le combat que tous ensemble nous allons livrer. Cette alternance, nous devons la transformer en une véritable alternative pour rétablir le lien de confiance entre nos concitoyens et tourner le dos à un système politique centralisé. Nous devons la transformer en véritable alternative pour diminuer la dépense publique en la rationalisant afin d'adapter notre pays aux enjeux économiques mondiaux. Nous devons le faire aussi pour maintenir le lien social et recréer ce vivre ensemble aujourd'hui fracturé. Pour réaffirmer l'autorité de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes afin de répondre à vos attentes. Enfin, pour enclencher les réformes courageuses dont notre pays a tant besoin. Nous nous devons d'être présents à la table des négociations des principaux conflits internationaux. La guerre en Syrie est un véritable camouflet pour notre diplomatie, comme l'a souligné avec justesse François Fillon, dont je partage l'analyse. Nous savons que M. Bachar el-Assad est un dictateur manipulateur, mais il n'est pas indispensable de se prêter à ces manipulations. Notre force militaire, que je salue encore, intervient sur le terrain et l'Europe est en capacité d'apporter les moyens nécessaires à la reconstruction économique de la Syrie et de sa région. Ces aides ne pourront se mettre en place qu'à la seule condition d'un processus de stabilisation. En s'excluant de la table des négociations sur l'avenir de ce pays, le gouvernement français actuel a affaibli le rapport de force que nous devons bâtir aujourd'hui avec nos alliés. Je le répète, la France et l'Union européenne ont un rôle majeur à jouer. Sur le plan de l'économie et de l'emploi, l'inversion de la courbe du chômage promise par le président n'a pas eu lieu. Avec un taux de chômage proche de 10%, notre marché de l'emploi est à la peine. Pour être efficace, il a besoin de simplicité, de flexibilité et de compétitivité. Mais la simplification prônée par le gouvernement socialiste s'est soldée en fait par une complexité accrue. En matière de flexibilité, la loi travail en est la parfaite illustration, marche arrière enclenchée, tant sur le plan de la négociation au sein des entreprises que sur le plan des indemnités prud'homales. En matière de compétitivité, s'il y a eu un allègement de la pression fiscale, après un matraquage sans précédent à travers le pacte de compétitivité, cela reste insuffisant pour espérer rétablir notre activité. L'enjeu majeur pour le prochain gouvernement sera de doter notre pays d'une vision et d'une direction claires en termes de pôle de compétitivité, en termes de simplification de notre système économique, en termes de rapprochement entre l'éducation et l'entreprise, en termes de baisse du coût du travail. François Fillon s'est déclaré pour un code du travail allégé, une allocation sociale unique, une modification des règles de l'âge de départ à la retraite, un allègement de la fiscalité du capital, la création d'un statut de prestataire indépendant ou enfin la diminution du nombre de fonctionnaires. La baisse des dépenses publiques annoncée par l'actuel gouvernement n'est pas au rendez-vous. L'État, en diminuant les dotations aux communes, les a appauvries, en ne leur laissant plus de marge de manœuvre, en leur imposant des normes et des règles qui les étranglent. L'État serait mieux inspiré de requalifier le statut de ces nouveaux personnels dans la fonction publique et de préserver le statut de ceux qui exercent déjà des missions proprement régaliennes. En matière éducative,
le bilan de cette politique est catastrophique. Le projet de budget pour 2017 que la ministre a présenté à l'Assemblée nationale allie gabegie et démagogie. Cette politique est à la fois dispendieuse et contre-productive. Ce ne sont pas les 60 000 créations de postes annoncées qui ont eu pour effet de transformer notre système éducatif. Les résultats de nos élèves dans les évaluations internationales et nationales sont toujours aussi décevants, performance en baisse, creusement des inégalités des élèves en fonction de leur origine sociale. En priorité, il nous faut pour demain rendre à l'école sa mission première de transmission des savoirs, affirmer nos valeurs, autorité, excellence, mérite et laïcité, améliorer la performance du système éducatif. Les Français ont droit à un service public efficace et enfin relever le défi de l'enseignement supérieur et de la recherche. La richesse d'une nation repose sur la maîtrise pour tous des fondamentaux culturels, la diversité des capacités individuelles et la complémentarité des différences. Sur les questions de santé, et plus particulièrement à propos de la sécurité sociale, à aucun moment François Fillon n'a laissé entendre qu'il privatiserait l'assurance maladie. Ainsi, dans les colonnes de Var Matin mercredi dernier, il déclarait « La sécurité sociale fait partie de notre unité nationale. Je n'ai absolument pas l'intention de revenir sur le principe de solidarité, la politique du chacun pour soi, pas la mienne. Cela a le mérite d'être clair. » En fait, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème qui est celui-là. Les nouvelles molécules qui sortent, qui soignent les maladies les plus graves, comme le cancer, comme les hépatites C chroniques, atteignent des sommes invraisemblables, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an et par patient. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous sommes incapables de financer sans réorganiser le système? La question qui se pose, est-ce qu'il faut rembourser la colique ou est-ce qu'il faut inscrire pour la sécurité sociale les nouveaux médicaments innovants? C'est un choix que, de toute façon, nous serons amenés à faire. La gauche, d'ailleurs, faisait les mêmes accusations, les mêmes procès d'intention en 2003 et en 2010 pour la réforme des retraites. Or, non seulement François Fillon n'a pas supprimé ou privatisé les retraites lorsqu'il était ministre, il l'a au contraire sauvé le système de retraite par répartition. Enfin, en matière d'intox, je décernerai une palme d'or à la ministre des Affaires sociales qui déclare que la gauche a sauvé la sécurité sociale en diminuant entre 2011 et 2016 de 10 milliards d'euros le déficit. D'un point de vue strictement comptable, nous pouvons dire que cette baisse est un premier pas, mais au prix toutefois d'une dégradation des prestations. Le trou de la sécurité sociale qui doit aujourd'hui 100 milliards d'euros. La sécurité sociale, c'est 100 milliards d'euros de dette aujourd'hui. D'un point de vue strictement comptable, nous pouvons dire que cette baisse est un premier pas, mais au prix de la dégradation des prestations. Ce trou ne disparaîtra en 2017 et sachez qu'une partie de ce prétendu sauvetage est justement le fruit de la réforme des retraites défendue par François Fillon. Le droit à la santé est un droit fondamental. Il est intolérable que le manque d'argent conduise au renoncement des soins. En mars dernier, j'ai interpellé dans l'hémicycle la ministre des Affaires sociales pour dénoncer la publication d'un décret qui modifiait la prise en charge des traitements innovants et coûteux et qui remettait en cause le principe même d'égalité d'accès aux soins. Les plus grands noms de la cancérologie sont vent debout contre l'explosion des prix de ces médicaments, pourtant indispensables pour atteindre la vie de patients atteints de cancer. Mes chers amis, avant de conclure mon propos, en complément des bons vœux que je forme pour vous et pour ceux qui vous sont chers, je veux lancer un appel au rassemblement dans notre circonscription, autour de la candidature de François Fillon, pour lui donner en juin la majorité parlementaire nécessaire à la mise en œuvre de son programme de réforme. Je mets en garde solennellement toutes celles ou tous ceux qui, par rancœur, jalousie ou ambition personnelle, mettraient en péril cette unité. Ils porteraient la responsabilité de la défaite. Est-il besoin de rappeler que François Bayrou est comptable de la défaite aux dernières élections présidentielles? Est-il nécessaire de rappeler ici, à la scène, que c'est la division qui a conduit à la reconduction d'une majorité de gauche? En cette période cruciale pour l'avenir de notre pays,
j'appelle chacun à faire preuve de responsabilité. Au moment où le péril extrémiste est fort, le temps n'est plus à la division, mais à l'unité. Le temps n'est plus aux querelles d'ego, mais à l'engagement. Mesdames, Messieurs, chers amis, je sais pouvoir compter sur votre ardent patriotisme, sur votre indéfectible soutien, sur votre engagement militant pour que 2017 soit, grâce à la victoire Fillon et de sa majorité parlementaire, l'année du début de redressement de notre pays, pour que 2017 soit une année d'espérance pour la France. Je vous souhaite une très bonne année.